Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter aujourd'hui l'ensemble des travaux qui ont été réalisés par les chercheurs de notre département sur l'évaluation des politiques de taxes. Et comme l'a dit Anne, cette présentation a été préparée par Olivier et moi-même. Et je me charge de vous la retranscrire. Elle va se dérouler en 3 temps. Je vais tout d'abord faire un tour d'horizon des politiques de taxation qui existent dans le monde. Je vous présenterai les méthodologies que les chercheurs du département ont utilisées et développées pour évaluer ces taxes-là. Et enfin, je vous présenterai quelques résultats marquants. Dans le monde, il existe en fait peu de politiques alimentaires de taxation. L'exemple le plus marquant est celui de la taxe soda, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite. Elle existe dans plus de 40 pays et dans quelques villes américaines. Il existe d'autres taxes alimentaires, comme par exemple la taxe sur les acides gras saturés au Danemark, qui a été mise en place en 2011 mais retirée l'année d'après, ou alors la taxe sur les produits gras salés sucrés en Hongrie, qui a été mise en place en 2011. Les autorités qui ont mis en place, par exemple, ces taxes soda, ont choisi différents designs qui peuvent évidemment affecter l'efficacité de la politique, et on le verra par la suite. Donc, ils ont pu choisir un ajustement de la TVA, une taxe d'assises volumétrique ou alors une taxe basée sur le contenu en nutriments. La question de la politique de taxation fait partie des débats actuels, comme peuvent en attester par exemple le rapport de février 2020 de la Banque mondiale qui appelle les pays pauvres et en développement, ceux notamment concernés par les problèmes d'obésité, à taxer les mauvais aliments pour la santé. En Europe, on a aussi le débat qui a été lancé par les députés cet automne sur une différenciation de la TVA, et notamment sur une TVA renforcée pour la viande ou supprimée pour les fruits et légumes. Donc c'est vraiment un thème qui est vraiment au cœur des débats publics. Pour éclairer donc, le débat public, nos chercheurs ont beaucoup travaillé et ils ont utilisé et développé 2 types de méthodologies. Une méthodologie qui permet d'évaluer les effets ex post d'une politique de taxation qui a été mise en place. On va utiliser pour cela des méthodes de double différence. Il en existe d'autres, mais je vais vous présenter celle-là. Et on a aussi développé des méthodes pour évaluer ex ante l'effet de taxe. Et pour cela, on va utiliser des modèles économétriques structurels. Et je vais vous présenter brièvement l'intuition de ces 2 types de méthodologies. Donc la première, la méthode de double différence, c'est une méthode statistique qui est utilisée pour estimer l'effet causal de la politique. Elle permet de comparer la différence entre un groupe dit de contrôle, qui n'est pas affecté par la politique, et un groupe dit traité, qui lui est affecté par la politique. Et on compare ces 2 groupes avant et après l'introduction de la politique. Donc le petit schéma assez simplifié que vous avez sur votre droite représente très bien en fait, l'intuition de cette méthodologie. Donc on a une politique publique qui est représentée par la droite verticale rouge. On a un groupe de contrôle qui est représenté en bleu foncé et un groupe traité qui est représenté en bleu ciel. Et le contrefactuel, en fait, le groupe de contrôle, il sert comme contrefactuel de ce qui se serait passé dans le groupe traité si la politique n'avait pas été déployée. Donc si la politique n'avait pas été déployée, c'est représenté par les pointillés en bleu ciel qui suit les mêmes tendances que le groupe de contrôle. Et on a l'effet causal de la politique qui est représenté par la double flèche en verte. Le problème des politiques de taxation, c'est que ce sont des politiques qui sont déployées au niveau national et qu'il est très difficile de trouver des groupes de contrôle. Donc dans les différents travaux qui ont été réalisés par les chercheurs, des hypothèses ont été faites. Et ce qui est très important dans ce type d'études, c'est de tester l'hypothèse de tendance commune, c'est-à-dire avant la mise en place de la politique, on teste les tendances communes entre la courbe bleu foncé et la courbe bleu ciel. Pour évaluer des politiques de taxation qui n'ont pas encore été mises en œuvre, pour cela, il faut modéliser le comportement des agents.
Et on va utiliser des modèles économétriques structurels pour modéliser très finement le comportement de chacun des acteurs de la filière. Donc la filière est représentée de manière très simplifiée dans le schéma à droite, et on va modéliser le comportement d'achat des consommateurs, et notamment leurs préférences pour les attributs des produits, mais aussi leur sensibilité à des variations de prix, ce qui est important quand ils sont face à des politiques de taxation. Et on va aussi également modéliser les stratégies en prix des entreprises sur le marché, et les modèles actuels nous permettent de modéliser le comportement des industriels et des distributeurs. Ces modèles économiques sont complétés par des hypothèses statistiques pour identifier les variables économiques qu'on n'observe pas, comme l'élasticité prix de la demande, ou les marges ou les coûts des entreprises, qui sont des données souvent confidentielles à des niveaux très fins et qui sont difficiles à obtenir. L'avantage de cette méthodologie économétrique structurelle, c'est qu'elle nécessite finalement peu de données. En fait, elle nécessite des données qu'au niveau des consommateurs. Et des données relativement grossières sur l'amont. Et donc, comme à l'INRAE, à Alice et à TSER, on achète les données Kantar Workpanel, je pense que ça sera aussi l'occasion. Il y a eu tout un débat sur les données hier, et on pourra y revenir. Je me ferai un plaisir de répondre à une question sur les données nécessaires. Et donc, on utilise les données Kantar Workpanel que l'on achète. Quelques résultats marquants de nos recherches, je te remercie. Concernant les analyses ex post, donc on a évalué la taxe soda mise en place en France en 2012. C'était une taxe volumétrique de 7,55 centimes d'euros par litre. Et on a montré qu'elle avait été transmise au prix à la consommation, et même parfois surtransmise par les entreprises du secteur. On a également montré que cette transmission pouvait être très hétérogène en fonction du niveau de concurrence des marchés locaux ou en fonction de la typologie des populations. Concernant son efficacité sur les achats de boissons, cette taxe en fait a eu un effet relativement faible, de l'ordre de moins 3% par rapport à 2011, mais elle a tout de même été beaucoup plus efficace pour les consommateurs qui achètent en grande quantité. Concernant les analyses ex ante, en fait, ça donne un peu plus de liberté sur l'évaluation de politiques de taxes. On a évalué d'autres designs de taxes soda, mais aussi d'autres taxes nutritionnelles, notamment sur le gras, puis aussi des taxes carbone pour répondre à la question de l'impact environnemental de l'alimentation. Donc on a évalué les effets de ces taxes-là sur les prix. On a montré que les réactions en prix des entreprises peuvent influencer l'efficacité d'une taxe. Et donc on a des résultats concordants entre les analyses ex post et les analyses ex ante. On a également montré que les taxes d'assises sont davantage transmises par les firmes que les changements de TVA, et donc que les taxes d'assises seraient plus efficaces pour réduire les consommations. En termes d'effet sur la consommation, une politique de taxe atteint ses objectifs, c'est-à-dire permet de réduire les consommations qui sont visées. Et on a certains résultats marquants, comme la taxe soda basée sur le contenu en sucre serait plus efficace que la taxe d'assises volumétrique qui a été mise en place en 2012. Et d'ailleurs, elle a été réformée au 1er juillet 2018 pour devenir une taxe basée sur le contenu en sucre. On a également comparé les politiques de taxe à d'autres politiques. Par exemple, sur le marché des fromages blancs, on a montré qu'une taxe serait plus efficace qu'un label. Concernant les travaux sur la taxe carbone, on a en effet montré qu'elle permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation entre 6 et 15%, mais qu'en fait, ces politiques de taxation à elles seules ne suffiraient pas à atteindre les objectifs européens fixés en avril 2021 à moins 55%. On a également travaillé sur la compatibilité des objectifs. On a montré qu'en fonction des designs de taxes, on pouvait avoir la compatibilité des objectifs environnementaux et nutritionnels, ce qui est très important vu les externalités de l'alimentation sur ces deux dimensions. Et on a également montré que certaines réformes de la PAC pouvaient aller à l'encontre des politiques nutritionnelles. Et on a pris l'exemple de la réforme de la politique sucrière européenne en 2006 qui, via une baisse des prix
du sucre aurait entraîné une hausse de la consommation de sucre via, par exemple, le secteur des boissons sucrées. C'est fini? Même pas de... Je conclus? C'est la dernière. Donc on continue énormément à bosser sur ce thème-là, et notamment via des projets européens, via des financements, d'autres financements, et on travaille sur très rapidement 4 grands thèmes, notamment à essayer de déterminer les designs efficaces de taxes, les conditions de marché qui permettent aux politiques publiques d'être efficaces, puisqu'on a vu que les firmes avaient un rôle à jouer. On veut également travailler sur des populations cibles, c'est important. Et aussi, on travaille également sur l'évaluation des effets indirects sur l'offre de produits, notamment sur les incitations des politiques de taxes à reformuler les produits pour les industriels ou à innover sur des produits de meilleure qualité. Et je m'arrête là, je vous remercie.